Bonjour chers téléspectateurs de Emma Jordan TV, bienvenue dans le deuxième numéro de votre émission « Et si on en parlait ». Aujourd'hui, j'ai l'honneur et le plaisir d'avoir sur mon plateau deux dames très classe, très élégantes. Aline Becker à ma droite, Emmanuel Adjovi en face de moi et ainsi celui qui me tient compagnie, sinon je serais un peu seul comme garçon sur ce plateau, Dr Diop. Bonjour, vous allez bien? Ça va très bien, merci. Ça va. Je rappelle que Aline a une agence de com et d'événementiel, Alphabet Event, qui marche depuis 2002. Et aujourd'hui, on a l'honneur de l'accueillir sur notre plateau pour parler de ce thème super intéressant. Aline, bonjour, comment ça va? Bonjour Ziggy, ça va très bien, merci. Une petite présentation à l'endroit de ceux qui nous regardent. D'accord, bonjour à vous, chers j'allais dire auditeurs, téléspectateurs, chers amis, amis du net. Voilà, merci Emmanuel pour l'invitation. Donc, je m'appelle Aline Becker et je suis une métisse sénégalaise d'origine togolaise, allemande, brésilienne, béninoise, peul. Quel beau mélange. Donc, un beau mélange. Voilà, vivant au Sénégal. Voilà, je vis au Sénégal, je suis née au Sénégal. Et je travaille ici depuis que je suis née en fait, et je suis la directrice de l'agence événementielle et communication qui s'appelle Alphabet Events & Com. Et donc j'évolue donc dans l'organisation d'événements de toute nature, que ce soit des événements économiques, des événements culturels, des événements sportifs, des événements sociaux aussi. Donc j'organise cela, je fais aussi de la communication événementielle, parce qu'un événement pour être réussi doit communiquer. Je fais aussi des cadeaux d'entreprise. Voilà. Des cadeaux d'entreprise, mais Emma, Aline est chanteuse aussi, je l'ai découvert il n'y a pas longtemps. Oui. Mais un autre jour, peut-être dans une autre émission, on aura l'occasion de découvrir cette autre casquette de cette dame. Merci. Docteur, vous allez bien? Très bien, merci Ziggy. C'est toujours un plaisir d'échanger avec vous. Tout plaisir est pour moi. Très bien suivi sur les réseaux, par les dames. Vous allez bien? Ça va, merci. Une petite présentation à l'endroit de ceux qui regardent l'émission. Je suis le docteur Diop, Abdoulaye Diop. Je suis gynécologue obstétricien. Je suis médecin-chef à la clinique Nest, une clinique spécialisée dans la prise en charge de la mère et de l'enfant à Dakar, un réseau de cliniques même, devrais-je dire. Et je suis blogueur à mes heures perdues. Très intéressant. Emma? Je suis absolument ravie de ce plateau, surtout qu'on va parler d'un sujet assez intéressant et très tabou. Tout le monde sait que l'émission « Et si on en parlait ?» c'est oser parler de ceux dont on ne parle pas réellement dans la rue. Et pour ça, on va donner la parole à Dr Diop, qui va nous dire c'est quoi l'ablation de l'utérus et pourquoi on devrait le faire. Merci Emma. L'ablation de l'utérus est une intervention chirurgicale que nous appelons, nous, le terme scientifique, c'est l'hystérectomie. Hysterus, c'est l'utérus en latin. Tomie, c'est enlever. Donc, hystérectomie, c'est une intervention qui consiste à enlever l'utérus. Une intervention techniquement assez compliquée à faire parce que vous vous doutez bien que l'utérus doit être très bien amarré au fond du corps de la femme, puisque c'est l'organe un peu de la gestation qui va contenir le bébé pendant la grossesse et qui va subir les contractions lors de l'accouchement. Donc il arrive que dans certaines situations, qu'on soit amené à enlever cet utérus lorsqu'il est en proie à certaines pathologies, notamment des pathologies tumorales principalement, des cancers, que ce soit un cancer du col de l'utérus, que ce soit un cancer de l'endomètre, on peut être amené à enlever cet utérus. Il existe différents types d'hystérectomie, selon que l'utérus en entier soit enlevé, avec le col inclus, le col de l'utérus qui se trouve dans le vagin. On parlera d'hystérectomie totale, ou bien il y a l'hystérectomie subtotale. Lorsqu'on est dans l'urgence, on enlève l'utérus, mais en laissant le col sur place, en ne l'enlevant pas, parce que c'est un temps opératoire qui prend un peu de temps. Donc si on est dans l'urgence, on enlève rapidement l'utérus et on laisse le col. Cette hystérectomie subtotale, elle est réalisée en général dans les cas d'hémorragie. Une patiente qui accouche, elle saigne, on n'arrive pas à arrêter l'hémorragie, c'est l'utérus qui saigne comme une éponge. On est obligé d'enlever l'utérus pour arrêter le saignement. Ensuite, si en enlevant l'utérus, on peut ou pas laisser les ovaires, qui sont les annexes. Donc si on enlève l'utérus et les ovaires, on parle d'hystérectomie plus annexectomie. Si on enlève l'utérus et on laisse les ovaires, c'est hystérectomie sans annexectomie. L'ablation de ces ovaires dépendra évidemment de l'âge de la femme. Si cette hystérectomie est réalisée chez une patiente jeune, on a tendance à laisser en place les ovaires. Mais si la patiente est âgée, ou bien si elle est ménopausée,
ou bien ces mêmes ovaires, s'ils sont aussi en proie à éventuellement ou potentiellement une tumeur cancéreuse, telle qu'un cancer de l'ovaire, on peut être amené à les enlever aussi. Parce qu'enlever l'ovaire chez une personne qui n'est pas encore ménopausée, la plongerait automatiquement en ménopause. Docteur, si elle est déjà ménopausée, elle n'a pas plus besoin de ses ovaires. Ziggy? Quand on sait qu'il y a 80 000 cas d'hystérectomie dans le monde par an, Wow. mais surtout que ça arrive en fait à des femmes qui sont âgées entre 40 ans et 55 ans, je pense. Qu'est-ce qui fait en fait que ce même cas, on le retrouve, même si c'est assez rare, chez les plus jeunes? Wow. Cette proportion d'hystérectomie qui est réalisée chez les patients âgés s'explique principalement par le fait que justement la première cause d'hystérectomie, ce sont les tumeurs cancéreuses. Or, certains cancers gynécologiques, tels que le cancer de l'endomètre ou le cancer du col de l'utérus, surviennent principalement après la ménopause. D'où justement cette grosse proportion de patients de plus de 40 ans ou de plus de 45 ans chez qui on réalise une hystérectomie. Il arrive de temps en temps qu'on réalise cette hystérectomie chez une personne plus jeune que ça, qui n'est pas encore ménopausée, soit parce que malheureusement elle a eu un cancer avant l'âge présumé ou attendu des cancers, donc c'est des cancers qui surviennent à des âges relativement tôt, ou bien, comme on l'a dit tout à l'heure, parce qu'elle a eu une hémorragie massive qui faisait que sa vie même était en danger. Et donc, comme on a l'habitude de le dire, mieux vaut vivre sans son utérus que de mourir avec son utérus. Donc dans ce cas, on est obligé, dans l'urgence, d'enlever l'utérus. Bon, j'essaie de vous suivre, hein, docteur. Vous voyez l'effort que je fais pour... Pour être au même niveau. Je ne sais pas, je vais demander à Ali. L'utérus, c'est l'organe féminin par excellence. Donc, je pense qu'elle veut prendre le micro, Ali. Qu'est-ce que tu en penses? Tu as bien dit, c'est vraiment l'organe féminin par excellence. Une femme qui est touchée à ce niveau-là, il faut être vraiment très, très, très forte pour supporter les conséquences. Parce qu'avoir un cancer du col de l'utérus ou avoir des complications suite à un accouchement et au bout duquel on est obligé d'enlever l'utérus chez la femme, c'est comme si on l'amputait en fait. Et on lui a enlevé sa part de féminité. Et évidemment, ça ne se voit pas, mais psychologiquement, il y a des impacts. Et ça, c'est quelque chose dont il faut en parler. Une femme qui a subi ce genre de choses, je pense qu'elle doit être suivie psychologiquement. Ne serait-ce qu'un petit temps, parce qu'elle peut se sentir vide, elle peut se sentir inutile parce qu'elle ne peut plus faire d'enfants. Et si évidemment elle a atteint un âge où elle peut encore procréer, bon, si jamais elle a 50 ans passés, il y a toujours ce vide-là. J'ai l'impression que je ne suis plus la même femme, il y a quelque chose qui me manque. Donc moi, personnellement, je le ressens très bien, surtout que dans ma famille, il y a eu ce cas-là et c'est dur. C'est difficile. Bon, je pense qu'il y a aussi le problème... de résoudre résoudre une situation douloureuse par une autre, qui est douloureuse aussi. Alors, entre souffrir de ces règles tous les mois et qu'on enlève l'utérus et que vous ayez la paix, je pense qu'entre les deux, le choix est vite fait. N'est-ce pas? L'endométriose, par exemple, quand vous souffrez tous les mois, au point qu'on doit appeler le SAMU, parce que la personne, on la pique, tellement elle souffre. Une fois qu'on a enlevé l'utérus, c'est une espèce de soulagement, c'est vrai. Mais derrière, il y a toujours ce vide. Je pense que je partage un peu l'avis de Alid, mais en même temps, je me dis, docteur, c'est un sujet qui est tellement tabou, parce que moi, personnellement, de par mon métier, je côtoie des dames. Et il y en a qui ont subi ça et qui n'osent pas en parler, alors qu'en même temps, il y en a d'autres qui sont dans le doute, pour une raison ou une autre, souvent les kystes et autres. Donc j'aimerais savoir pourquoi. Est-ce qu'il y a bon, en dehors de cette émission, bien entendu, où les gens pourraient se renseigner, se rapprocher parce que c'est quand même une opération assez lourde apparemment. Sur le plan médical, il est toujours difficile de prendre ce que nous appelons les grandes décisions, notamment les amputations ou les ablations d'organes. Il est toujours difficile d'annoncer à un patient qu'on doit lui couper le bras, qu'on doit lui couper le pied, qu'on doit lui enlever un sein, qu'on doit lui enlever l'utérus, pour le cas d'espèce dont on parle aujourd'hui, qu'on doit lui enlever la prostate, c'est chez les hommes, parce que ça arrive aussi. Donc c'est toujours difficile d'expliquer à quelqu'un qu'il doit être amputé d'une partie de son corps avec laquelle il est depuis sa naissance. N'est-ce pas? Donc les différentes étapes, la première étape, c'est l'étape du diagnostic. On arrive en général à un diagnostic vraiment sérieux. On ne va pas s'amuser à enlever un utérus, on ne va pas s'amuser à enlever un sein, pas s'amuser à enlever le pied de quelqu'un
pour des pathologies pas graves. Donc à chaque fois qu'on est devant une situation où il faut faire l'ablation d'un organe, c'est qu'on est au bout du mur. Déjà un. Deuxième chose, après l'annonce, il y a le côté psychologique. Parce que oui, quand on vous enlève votre utérus, quand on vous enlève votre sein, vous avez l'impression d'être diminué, d'être amputé d'une partie de votre personne, de votre personnalité. Même si l'utérus est un organe interne que l'on ne voit pas, la personne, elle sait qu'elle n'a pas d'utérus. Elle sait qu'elle ne pourra plus enfanter. C'est d'autant plus difficile pour elle si j'ai une patiente, soit qui n'a pas d'enfant, il nous arrive d'enlever des utérus à des patients qui n'ont pas d'enfants, ou bien qui n'a peut-être pas autant d'enfants qu'elle voudrait en avoir. Et donc c'est une décision difficile. Et un soutien psychologique est indispensable dans ce genre de situation-là. C'est indispensable. C'est aussi vital que le geste à réaliser lui-même. Sinon même plus. Parce que ce soutien psychologique, il va être fait même après l'ablation de l'utérus. Parce qu'il y a des conséquences à long terme de cette ablation de l'utérus. Que ce soit des conséquences médicales ou des conséquences surtout psychologiques. N'est-ce pas? Sans compter maintenant, techniquement, la réalisation de ce geste qui est une intervention chirurgicale lourde, qui demande des moyens de réanimation lourds, avec une phase de récupération parfois difficile et un risque de complications évidemment. Quelles complications par exemple? Les complications hémorragiques, parce que l'utérus est un organe profond, bien fixé, bien ancré au fond du petit bassin de la patiente. Le fait de l'enlever peut avoir des complications hémorragiques. On peut blesser un organe, on peut blesser un vaisseau sanguin, on peut blesser l'artère aorte, qui est la plus grosse artère du corps, n'est-ce pas? On peut aussi blesser l'urtère, le conduit par lequel passent les urines. On peut blesser la vessie en avant, on peut blesser les intestins. Donc il y a des conséquences possibles. J'espère que vous n'expliquez pas tout ça à la patiente avant l'opération. Mais je crois que Normalement, on doit le faire. Il le faut. Mais si vous le faites, elle ne va jamais accepter. J'avoue qu'on le fait de manière très superficielle. Parce que si on rentre dans le détail de tous les risques que vous courez à suivre une hystérectomie, il y a un risque que vous n'acceptez pas. Mais quand on parle de risques justement et qu'on sait que parallèlement il y a des femmes qui le font par confort, je crois que d'autres questions se soulèvent en fait. Parce que quand même être au courant ou être conscient de tous les risques qu'on court quand on n'a plus, en tout cas quand on fait cette pratique-là, et qu'on décide un bon jour d'enlever son utérus sans autant qu'il y ait de gros risques auxquels on est déjà confronté. Est-ce que vous êtes déjà en fait, vous avez déjà eu des cas pareils? Et Alune tout à l'heure, elle parlait de suivi psychologique, je crois que c'est super important. Est-ce que vous, dans votre carrière, lors de votre carrière, vous avez eu à confronter ce genre de situation-là? Et quelle a été votre position justement par rapport à ça, face à cette patiente? Malheureusement, oui, nous avons été régulièrement confrontés à des situations où il a fallu enlever l'utérus d'une femme, lui expliquer le pourquoi, mettre sur la balance le bénéfice à enlever l'utérus et le risque à ne pas l'enlever, notamment devant une pathologie infectieuse, une pathologie plutôt tumorale, ou bien l'endométriose qu'elle a évoquée tout à l'heure, où la qualité de vie de la patiente est complètement perdue, et enlever cet utérus qui, au finish, a un certain âge ne sert plus à rien, entre guillemets. On peut prendre ces décisions. Mais ces décisions doivent toujours être prises non seulement sur la base de résultats cliniques, anatomiques, biologiques, concrets, mais aussi il faut proposer derrière à la patiente, avant, en amont et en aval, un soutien psychologique qui est extrêmement important. Lui expliquer c'est quoi l'hystérectomie, comment ça va se passer, pourquoi on doit le faire, comment exactement on va le faire, techniquement parlant, et quelles sont les conséquences psychologiquement. Accepter que oui, elle peut avoir la sensation qu'enlever son utérus enlève sa féminité, et qu'en réalité, sa féminité n'est pas enlevée. Parce que c'est la meilleure chose qu'on peut faire pour elle. Parce qu'elle a un cancer, malheureusement, parce qu'elle a une endométriose, parce qu'elle a une hémorragie. La décision est d'autant plus difficile à prendre si on doit la prendre en urgence chez une personne qui n'est pas consciente. On l'opère, elle est dans le coma, ou elle est anesthésiée. Ça doit être horrible ça. On doit enlever l'utérus, c'est une décision, soit on l'enlève, soit on n'enlève pas. On a 10 minutes pour réfléchir. 10 minutes? Oui. Imaginez que ce soit son premier enfant, docteur. On est dans le scénario. Mais en fait, moi, ce qui m'étonne, en fait, c'est qu'ils n'ont que 10 minutes et je crois qu'ils n'ont pas le droit en tout cas d'entrer en action sans pour autant avoir l'aval de membres proches de la famille. Quand on sait que la personne, elle est dans une situation, elle ne peut pas prendre la décision elle-même et que vous n'arrivez pas à joindre la personne concernée. Qu'est-ce que la loi vous autorise à faire face à cela? De prendre la meilleure décision qui, à mes consciences, nous estimons que c'est la meilleure. Si la loi nous autorise, quand on fait une intervention chirurgicale, on doit prendre une décision difficile, on doit informer la patiente.
si elle n'est pas en état de comprendre, parce qu'elle n'est pas consciente, ou parce qu'elle n'est pas majeure peut-être, ou de prendre, d'informer son tuteur, ou son parent le plus proche, son responsable, que ce soit le mari, le père, etc. S'ils sont absents, on prend nos décisions, on assume. En votre âme et conscience. Parce que dans le cadre du tournage de cette émission, j'ai essayé d'aborder certaines clientes ou certains amis que je savais qu'il avait fait. Et notamment, j'en ai eu une que ça a énormément pénalisée parce qu'elle était jeune et je pense qu'elle avait des problèmes de fibro. Et quand on l'a opérée, on était censé l'opérer pour enlever les fibros. Et à son réveil, le médecin lui a expliqué qu'elle n'avait plus d'utérus. À 27 ans, ça fait que chaque fois qu'elle était en relation avec quelqu'un, elle pouvait plus... dès qu'elle disait à la personne « je ne peux pas faire d'enfant », on l'a laissée. Aujourd'hui, elle en a 68. Elle a réussi à faire sa vie, mais je me dis ça doit être horrible. Surtout qu'elle n'était pas consciente, elle n'était pas consentante comme... C'est assez difficile. C'est pour ça que quand on fait certaines interventions chirurgicales, notamment les ablations des fibros, en amont de l'intervention, il faut préciser à la patiente que si techniquement l'intervention est difficile, on peut être amené à enlever l'utérus. Parce que malheureusement, il est parfois plus facile d'enlever l'utérus que d'enlever les fibros. Ah, d'accord. Ou bien, en enlevant l'utérus, on se retrouve à une situation où la personne elle saigne tellement qu'on est obligé d'enlever l'utérus. On est obligé de le faire. Mais il faut la prévenir et avoir son consentement. Mais tout à l'heure, vous avez donné l'exemple d'une femme qui est dans le coma. Qui accouche. Une femme qui accouche. Elle a eu une hémorragie, le placenta s'est détaché un peu trop tôt, elle a eu une anémie, elle a une grosse hémorragie, et elle est plongée dans un coma. À la base, on est parti pour un accouchement, à la base, on est parti pour une césarienne, mais on n'était pas parti pour une hystérectomie. Et on se rend compte qu'on a fait tout ce qu'on avait à faire pour arrêter l'hémorragie, on n'y arrive pas. Et qu'est-ce qui cause cette hémorragie au point où vous n'y arrivez pas? Les déchirures, les trop gros bébés, les anémies, la prise de certaines décoctions. Certaines de nos mamans donnent une décoction à une patiente en travail en disant que c'est pour accélérer le travail. Alors qu'il ne faut pas accélérer le travail. Vous pouvez répéter ça, s'il vous plaît, parce que, pour que les jeunes et futures mamans, parce qu'on est quand même dans une société africaine où les mamans sont de vrais matriarches. Et quand la jeune fille va dire non, nous, docteur Diop, on a entendu dans l'émission ici, on en parlait qu'il ne fallait pas prendre. La maman va dire, moi j'ai bu ça combien de fois j'ai eu. Donc si vous pouvez bien nous refaire cette partie. Malheureusement c'est le cas, je passe mon temps dans les réseaux sociaux justement à sensibiliser, à me battre contre certaines pratiques, à me battre contre principalement une fleur qu'on appelle la fleur de la Mecque, que nos mamans donnent régulièrement à nos sœurs lors de l'accouchement, soi-disant pour accélérer ou faciliter l'accouchement. C'est vrai que cette fleur a des vertus médicinales qui font qu'elle accélère le travail. Mais il ne faut pas chercher à accélérer le travail. Il faut respecter la physiologie du travail. Imaginez, cas de figure, une patiente qui a un bassin rétréci, elle a un petit bassin. Ou bien son bébé est trop gros, c'est un bébé de 4 kg, parce qu'il a un diabète gestationnel. Ou bien que le bébé il est mal positionné, il est en position du siège, en position transversale. Si elle boit cette fleur de la Mecque, l'utérus va se contracter extrêmement fort pour faire sortir le bébé. Alors que le bébé ne peut pas sortir. Ce n'est pas possible. Résultat des courses, l'utérus il va se fendre en deux. Carrément, il va se fendre en deux. Avec à la clé une hémorragie massive. N'est-ce pas? Et au niveau de l'utérus, il y a de grosses artères avec un débit extrêmement important qui pompe l'équivalent de 2 ou 3 litres par minute. Tout en sachant que l'utérus, le corps entier ne contient que 6 litres de sang. D'accord. Donc ce sont des décisions qu'on est obligé de prendre dans l'urgence absolue. Ok. Elle saigne, c'est une hémorragie, rupture utérine, première conséquence, le bébé meurt. Après, on a 5 à 15 minutes pour sauver la mère. Arrêtez l'hémorragie. Si on n'arrive pas à arrêter l'hémorragie, si on n'arrive pas à clamper ses vaisseaux sanguins, on est obligé de couper l'utérus lui-même. Parce que l'utérus va se comporter comme une éponge qu'on n'arrive pas à presser, donc qui est gorgée d'eau qu'on n'arrive pas à presser. Et chemin faisant, lorsqu'on saigne beaucoup, il y a un second phénomène qui va se produire qu'on appelle la coagulopathie. C'est-à-dire qu'on perd tellement de sang. Le sang est constitué de 3 éléments. Les globules rouges, que l'on connaît tous, les globules blancs, que l'on connaît tous, et les plaquettes que l'on connaît moins bien. Plaquettes qui interviennent dans la coagulation. Or, en saignant, on perd des globules rouges, des globules blancs et les plaquettes. À un moment, première conséquence du saignement, on va être anémié. Tout le monde le sait. Quand on saigne, on est anémié. Il n'y a pas de problème. On prend des médicaments contre l'anémie, ça se rétablira. Deuxième conséquence, on aura moins de globules blancs. Moins de globules blancs dit susceptibilité aux infections. Donc on peut facilement avoir une infection. Troisième conséquence, thrombopénie. Thrombopénie, ça veut dire qu'on n'a pas suffisamment de plaquettes. Or, ce sont les plaquettes qui s'occupent de la coagulation. Et donc, le sang ne coagule plus.
Et ça devient un cercle vicieux. On saigne, on ne coagule plus. On ne coagule plus, on saigne. C'est un cercle vicieux. Et la seule solution à ce cercle vicieux, si le sang, l'origine de ce saignement, c'est l'utérus, c'est enlever l'utérus. Ensuite, transfuser. Or, on sait les difficultés que nous avons à trouver du sang pour transfuser dans le pays. Vous allez prendre un grand coup. On a entendu parler que les caisses du sang de transfusion sanguine sont vides. Donc, si on a une grosse hémorragie pendant un accouchement, on a toutes les chances soit d'avoir une hystérectomie ou de mourir. Ça, c'est vrai. Je crois que c'est sur ce coup-là qu'on va marquer une grosse pause. Alors, le retour sur ce plateau-là, comme vous avez vu, il y a des avis différents sur le thème. Apparemment, ce n'est pas tout le monde qui connaît, mais je crois que c'est pour celle-là qu'on a invité le Dr Diop. Et je crois que jusque-là, il a bien réussi sa mission, même s'il a quand même réussi aussi à me faire un peu peur. Mais j'aimerais quand même, docteur, qu'on parle un peu, en fait, avant de parler des techniques en fait, qui existent pour cette pratique-là, j'aimerais que vous apportiez un peu d'éclaircissement par rapport au fait que il y a des femmes, en fait, après cette pratique, elles n'ont plus de vie sexuelle normale. Et il y en a d'autres qui ont quand même un cycle hormonal normal. Comment cela s'explique, en fait? En fait, quand on enlève l'utérus, la principale conséquence physiologique de l'ablation de l'utérus, les deux principales conséquences, un, c'est évidemment le fait de ne plus pouvoir avoir d'enfants. Ça, c'est irrévocable. Et deuxièmement, le fait de ne plus voir ses règles. Parce que l'utérus fabrique les règles quand même. Maintenant, selon que cette hystérectomie soit faite avec ou sans annexectomie, on pourrait avoir des signes de ménopause. Parce que les ovaires vont servir un peu au maintien des caractères sexuels secondaires et l'ablation de ces ovaires va entraîner une ménopause thérapeutique, automatique. Avec toutes les conséquences de la ménopause, la sécheresse vaginale, les bouffées de chaleur, la diminution du plaisir, l'irritabilité et certains troubles climatériques, etc. Mais après une phase de cicatrisation et stabilisation de tous ces symptômes, et après avoir géré le côté psychologique de cette hystérectomie, la patiente peut avoir une vie sexuelle épanouie, très épanouie. Mais il faudrait un accompagnement psychologique pour ça, simplement. Donc, avoir une vie sexuelle épanouie est compatible avec une hystérectomie. Mais il faudrait un temps de cicatrisation, un temps de convalescence, un temps d'accompagnement psychologique avant. La question que moi j'aurais à vous poser, docteur, c'est est-ce qu'il y a une différence pour la vie sexuelle quand on a enlevé le col ou pas? Ça ne pose pas de problème. Le col, il est au fond du vagin. L'ablation du col n'entrave pas la qualité de la vie sexuelle. Et ce qui se passe, est-ce que vous préconisez beaucoup plus l'ablation avec le col, sachant qu'il y a des risques de cancer du col, en voulant guérir un mal, laisser un autre qui est sous-jacent, ou est-ce qu'il y a une différence ou il y a quelque chose qui vous fait décider? Le fait de laisser le col sur place ou de l'enlever dépend simplement de l'urgence de l'intervention. Si on opère, si on doit enlever rapidement parce qu'on est dans une situation d'urgence, on a tendance à laisser le col. Mais dans l'idéal, il faut enlever le col parce que justement, en laissant le col sur place, on peut oublier de le surveiller. Et il y a un cancer qu'on appelle cancer sur le col restant. J'ai une patiente chez qui on a fait une hystérectomie sans lui dire qu'on a laissé le col sur place. Elle n'aura pas la présence d'esprit de faire ses frottis cervico-vaginaux régulièrement et elle va se retrouver un jour avec un cancer. Le cancer du col restant, est-ce que c'est différent du cancer du col de l'utérus normal? L'utérus a plusieurs parties. Il y a le col et il y a le corps. Le cancer du col le cancer de l'utérus le plus fréquent, c'est le cancer du col. Que ce soit un cancer du col sur l'utérus total ou bien un cancer du col sur l'utérus enlevé, on a laissé que le col. Il n'y a pas de différence. Maintenant, les autres cancers de l'utérus, tels que le cancer de l'endomètre, là, il n'y a plus de souci. Ou le cancer des ovaires, parce qu'on enlève les ovaires. Oui, Ziggy, parce que quel a été le cas qui vous a le plus marqué dans l'ablation de l'utérus? Deux cas. Je pense qu'il y a deux cas qui m'ont marqué dans l'ablation de l'utérus. Une jeune patiente, j'étais encore peut-être en première année de gynécologie, ça fait quelques années, de 18 ans, qui était tombée enceinte, elle n'était pas mariée. Malheureusement, elle avait perdu son bébé, elle était restée quelques jours avant d'aller à l'hôpital. En arrivant, le bébé était déjà décédé dans le ventre. Il a fallu l'opérer, sortir le bébé. Après, pour des problèmes financiers, elle n'a pas pu trop honorer ses ordonnances. Elle a eu une suppuration après l'intervention chirurgicale. Une quoi? Suppuration. Il y a eu du pus. Beaucoup de pus. Et il a fallu réopérer et enlever l'utérus.
À 18 ans. Oui. Et le deuxième cas? Le deuxième cas, le cas une connaissance qui était allée dans un de nos pays voisins pour enlever des fibromes. Elle n'avait pas d'enfant. Je pense que la cause de son infertilité était liée aux fibromes qu'elle avait. Donc il était question simplement d'enlever les fibromes pour améliorer ses chances de fertilité. Elle est rentrée quelques mois après, en m'amenant son protocole opératoire, toute contente qu'on avait enlevé ses fibromes. Et quand j'ai lu le protocole, j'ai compris qu'en fait, on lui avait enlevé son utérus. Non. Donc on lui a rien dit. Non. Ok. Et dans ce cas de figure, comment vous annoncez à la patiente? Compliqué. Ah oui, j'imagine. Ouais, tout même en pour sachant vous. en fait que lui, s'il prend la responsabilité de parler à la patiente, elle pourrait attaquer l'autre médecin. Et comment ça s'est géré en fait? Mais je pense que c'est attaquer l'autre médecin, c'est même pas ça qui est grave. C'est le fait que peut-être la patiente est venue nous voir dans le souci de concevoir, sans savoir qu'elle avait plus la possibilité de le faire. Comment vous lui avez annoncé ça? Nous, on est intéressés, nous et tous ceux qui nous suivent. Je ne peux pas répondre à cette question. Vous avez pleuré, docteur? Parce que j'aimerais bien voir les larmes du docteur. C'est compliqué. Une patiente qui vient pour un traitement d'infertilité, on se rend compte que 35 ans peut-être. Oh là là. D'accord. Et jamais eu d'enfant? Non, jamais d'enfant. Et comment vous lui avez annoncé? J'insiste parce Je ne réponds pas. Et surtout que vous plaidez non coupable. C'est compliqué. Non mais c'est grave quand même parce que moi j'ai discuté avec une dame qui m'a fait savoir que sa meilleure amie, elle était enceinte ici à Dakar. Son bébé il était mort dans son ventre depuis très longtemps et malgré ça son médecin continuait quand même à la suivre, à faire des visites normales. C'est possible ça? Et quand elle est partie en France justement, on lui a fait savoir que le bébé il vivait plus depuis très longtemps. Très longtemps, c'est-à-dire un mois, 2 mois? Ouais. Elle se disait qu'elle avait genre une grossesse normale, alors que non, le bébé il était mort depuis peut-être 2 mois, je sais pas. En tout cas, j'ai pas cherché à lui demander la durée, mais quand même, elle a fait des visites régulièrement, alors que le bébé il vivait plus depuis. En théorie, quand le bébé ne vit plus au bout de quelques jours, on est censé s'en rendre compte. Normalement, même la maman. n'est-ce pas? Déjà, il y a la disparition des mouvements du bébé, qu'on ne sent plus bouger. Il y a d'autres signes qui vont apparaître, les seins qui vont se mettre à couler, comme si on était en train d'allaiter. Donc il y a des signes qui pourraient peut-être l'alerter. Et au bout de quelques temps, si l'enfant reste dans le ventre au bout de quelques temps, s'il n'est pas sorti, il pourrait créer des problèmes de coagulation. Oui. Donc je pense qu'elle a dû perdre son bébé peut-être une semaine, maximum 10-15 jours, probablement. C'est maximum 15 jours, sinon après ça il y a des signes. Sinon après c'est catastrophique. C'est catastrophique pour la maman. Pour la maman, oui. Aline, prenez... Et si jamais elle avait juste 4-5 mois et que l'enfant est mort dans le ventre, qu'on le lui cache? C'est-à-dire qu'il n'y a pas encore de mouvement à cette période-là. Donc, ça peut durer plus de 15 jours. Ça peut durer... Si c'est une grossesse qui est relativement jeune, où les mouvements du fœtus ne sont pas encore apparus, ça doit être possible. Mais normalement, un médecin qui constate, parce que le médecin, pendant la grossesse, il voit peut-être chaque mois. Et s'il constate que le bébé n'est plus vivant, bah, il est censé vous le dire. Il ne peut pas vous laisser rentrer chez vous en lui faisant croire que le bébé vit, alors qu'il ne vit pas. Ça, ce serait une faute professionnelle grave. Bon, mesdames, si vous êtes toujours avec nous, vous êtes bien sur le plateau de l'émission Et si on en parlait? Et comme on aime parler de façon décontractée de sujets très sérieux, nous sommes avec le docteur Diop de la clinique NES, un médecin que nous apprécions particulièrement à Dakar, pour ceux qui sont à l'étranger, et que nous apprécions encore plus sur les plateaux de Emma Jordan TV. Docteur, je m'en vais vous poser la question de savoir c'est quoi l'équivalent de l'ablation de l'utérus chez un homme? Parce qu'on va bien en parler de ces chers monsieur. Malheureusement pour les hommes, ou heureusement pour les hommes, ils n'ont pas d'utérus. Ah C'est pour ça que nous sommes le CESFOR, n'est-ce pas? Exactement. Donc, l'utérus fait partie des organes génitaux féminins par excellence. Et les hommes ont leurs organes génitaux aussi propres aux hommes. Et si je pouvais faire un parallélisme entre l'hystérectomie et une intervention chez l'homme, ce serait, à mon avis, la prostatectomie. C'est l'ablation de la prostate que l'on fait aussi chez les hommes lorsque cette prostate est en proie à un cancer. Un cancer de la prostate chez les hommes relativement âgés. Et une prostatectomie serait, à mon humble avis, l'équivalent d'une hystérectomie. Mais donc c'est un abus de langage quand la maladie chez les hommes, on l'appelle la prostate? Tout le monde a une prostate.
Parce que nous, c'est la maladie. Parce que c'est l'organe en fait qui est la prostate. Qui est la prostate. Et la maladie qui est liée à la prostate. Sans qu'il y ait un cancer. Voilà, en Wolof, on a l'habitude de nommer une maladie par le nom de l'organe atteint. Que j'ai une main, ça veut dire que j'ai mal à la main. J'ai un panari, on dirait j'ai un doigt. Ça veut dire que j'ai un panari. J'ai un estomac, ça veut dire que j'ai... Tu m'étonnes. Un estomac. Donc la prostate, la maladie de la prostate, principalement, c'est les tumeurs de la prostate. Pouvant être une tumeur maligne ou une tumeur bénigne. La tumeur bénigne, c'est l'adénome de la prostate. Et la tumeur maligne, c'est le cancer de la prostate. Et pour ce cancer-ci, l'un des traitements, c'est l'ablation de la prostate. Mais il y a un terme quand même qui revient toujours en médecine, c'est Tommy. Est-ce que genre vous n'êtes pas des bouchers en fait, des bouchers ambulants? Un tout petit peu. Comment ça se passe en bloc opératoire, je veux savoir. Ziggy, vous n'avez pas fini de nous traumatiser? Bon, ben, tant qu'on y est, Aline, allez-y. Mais oui, je crois que ce serait intéressant. Hein? Oui, bon, une partie de notre travail est technique, disons. On enlève des organes. Pour enlever des organes, il faut des ciseaux, il faut des lames, des pinces. Chez nos amis orthopédistes, c'est pire. Il faut des marteaux, il faut des burins, il faut des scies. Vous êtes servi. Donc oui, un bloc opératoire peut ressembler quand même à une boucherie. Mais pourquoi dans le cas de l'ablation de l'utérus? Parce que la plupart des patientes à qui j'ai posé la question, il s'est fait qu'elles n'étaient pas endormies. En fait, l'anesthésie, donc il y en a qui ont quasiment assisté parce qu'elles étaient éveillées, mais c'était anesthésie à partir de la tête. Oui, l'ablation de l'utérus, comme la césarienne, comme beaucoup d'interventions chirurgicales que nous faisons, nous ne privilégions pas l'anesthésie générale. On fait une anesthésie loco-régionale. La même anesthésie qui sert à faire une césarienne, avec cette même anesthésie, on peut enlever l'utérus. Donc ce sont des techniques d'anesthésie très simples, entre guillemets, et qui n'ont pas toutes les conséquences ou les effets secondaires de l'anesthésie générale. Donc quand on vous enlève l'utérus, vous êtes consciente. Et pour une ablation d'utérus complète avec le col, ça dure à peu près combien de temps? Ça dépend de la technique utilisée. Il y a 3 types d'ablation d'utérus. On peut enlever l'utérus par la technique classique, qui est la technique de laparotomie. On ouvre le ventre dans une incision verticale ou horizontale et on accède à l'utérus, on l'enlève. On peut le faire par célioscopie, en mettant des petites caméras et des pinces à l'intérieur du ventre pour désinsérer l'utérus de ses insertions et l'enlever. Ou bien on peut l'enlever en passant par le vagin, où là il n'y a pas de cicatrice, qu'on appelle une hystérectomie par voie vaginale, où il n'y a pas de cicatrice. En moyenne, il faut compter entre 1h30 et 3h pour enlever l'utérus. Pour la deuxième méthode, quand vous l'avez coupé, vous la sortez comment? Bloc opératoire, boucherie, allez-y docteur. Non, parce qu'on met la caméra, on coupe l'utérus, maintenant c'est un organe flottant là-bas. Effectivement, après avoir enlevé l'utérus, on introduit par un des petits trous un petit sachet et on découpe l'utérus, on le fait sortir en morceaux. D'accord. Bravo, monsieur. Madame Becker. Non, moi je pense qu'on va passer à autre chose. Parce que là, franchement, moi je suis traumatisée. Parce que je visualise là. On est tous en train de visualiser. Et je suppose que tous ceux qui nous suivent sont en train de visualiser. Tout le monde visualise en ce moment. Bon, question. Vous avez dit qu'il peut arriver qu'on enlève l'utérus et qu'on laisse les ovaires. Dans ce cas, la patiente, elle n'est pas ménopausée. Imaginez qu'on enlève les ovaires, tout, et qu'elle a 20 ans. Est-ce que les conséquences de la... Voilà, est-ce qu'elle est ménopausée à 20 ans? Malheureusement, oui. Et on essaie de tenir compte de ça. Lorsqu'on fait une hystérectomie chez une patiente de 20 ans, si vraiment on doit faire une hystérectomie, autant que possible, on va laisser les ovaires. L'hystérectomie, voilà, on enlève les ovaires que si on n'a pas le choix. Que l'ovaire lui-même, il a un cancer, l'ovaire, ou bien qu'il est complètement détruit. Là, on l'enlève. Mais autant que possible, on enlève. Et même si on enlève, on essaie d'enlever un et de laisser un. Au moins, si un des ovaires est sain, on le laisse. Si c'est les deux qui sont touchés, on les enlève. Donc, si la patiente n'est pas encore ménopausée au moment de l'hystérectomie, autant que faire se peut, on laissera les ovaires sur place. Maintenant, si elle est déjà ménopausée, on enlèvera les ovaires quasi systématiquement pour éviter justement, quelques années plus tard, que ces ovaires ne se cancérifient.
Je crois que là, il serait intéressant justement de faire une petite pause sur ça pour un peu revenir en fait à tous ces organes, plutôt, je ne sais pas si c'est des organes qui composent notre organe, mais à tous ces composants-là en fait qui font que cet organe-là existe. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de la composition en fait de cet organe-là? Quand on nous parle de corne utérine, quand on nous parle de trompe de Fallope, c'est quoi essentiellement en fait l'utérus? Il est composé de quoi? Pour faire rapidement un petit cours d'anatomie, oui. Donc les organes génitaux féminins sont constitués de deux groupes, les organes génitaux internes et les organes génitaux externes. Les organes génitaux externes, tout le monde les connaît, c'est les grandes lèvres, les petites lèvres, l'entrée du vagin, ainsi que les seins. On ne considère pas comme des organes génitaux, mais ce sont des organes génitaux, n'est-ce pas? Ensuite, il y a les organes génitaux internes, avec le vagin d'abord, qui est le conduit, l'organe de l'acte sexuel, de la copulation. Ensuite, on a l'utérus, qui a la forme d'une poire, n'est-ce pas, avec trois parties. Le corps de l'utérus, l'isthme, une partie un peu rétrécie, et le col qui s'ouvre un peu à l'intérieur du vagin. Cet utérus se prolonge au niveau de ses extrémités droite et gauche par les trompes, qu'on appelle les trompes de Fallope, encore appelées les cornes utérines, mais ce sont le nom le plus utilisé, ce sont les trompes, qui sont des sortes de ponts entre l'utérus lui-même et les ovaires. Les ovaires qui sont l'équivalent des testicules chez l'homme. Ce sont les gonades, ce sont les glandes sexuelles qui non seulement vont contenir les ovules pour l'ovulation et la fabrication des ovules qui vont permettre la fécondation, mais aussi qui vont sécréter des hormones sexuelles telles que les oestrogènes, la progestérone, qui vont eux aussi participer au caractère sexuel secondaire, à la libido, au maintien de la grossesse, etc. Donc voici un peu grosso modo l'anatomie simplifiée des organes génitaux chez la femme. Alors ce que moi j'aimerais demander, docteur, il y a un adage qui dit « vaut mieux prévenir que guérir ». Que nous conseillerez-vous pour garder nos utérus? Vous l'avez dit, c'est la prévention. La première et principale cause d'hystérectomie, c'est le cancer de l'utérus, principalement le cancer du col de l'utérus et le cancer de l'endomètre. Et le cancer du col de l'utérus, il est assez facile, relativement facile de lutter contre, en tout cas de le prévenir, parce qu'on sait que c'est l'un des rares cancers dont on connaît la cause. Il n'y a que 2 cancers au monde dont on connaît la cause, le cancer du col de l'utérus et le cancer du foie. Le cancer du foie est dû au virus de l'hépatite B. Donc, pour éviter le cancer du foie, il faut se protéger en se vaccinant contre l'hépatite B. Le cancer du col de l'utérus est dû à un virus qu'on appelle le HPV, le Human Papillomavirus. Donc pour se protéger contre le cancer du col de l'utérus, il faut se vacciner. Et vous avez tous entendu parler récemment de cette grosse campagne de vaccination contre le cancer du col de l'utérus qui est proposée chez les jeunes filles, c'est les fillettes, à partir de l'âge de 9 ans. Même s'il y a une grosse polémique qui entoure cette campagne de vaccination. Mais l'un des meilleurs moyens de lutter contre le cancer du col de l'utérus, c'est la vaccination. Mais la vaccination ne suffit pas, parce que se faire vacciner contre le cancer du col de l'utérus ne garantit pas de ne pas faire de cancer du col de l'utérus. Donc, en plus de la vaccination, il faut faire le frottis. Dès qu'on débute sa vie sexuelle, il faut faire des frottis régulièrement, selon son âge. Moi, avant 30 ans, un frottis chaque 2 ou 3 ans. À partir de 30 ans, un frottis annuel. Et là, on est sûr de dépister des lésions précancéreuses qui, si elles ne sont pas traitées, au bout de 10 ans, 15 ans, 20 ans, vont aboutir à un cancer du col de l'utérus. Donc, avoir un cancer du col de l'utérus, c'est avoir une infection à HPV, ne pas traiter cette lésion, ne pas faire de frottis pendant 10 ans, 15 ans, 20 ans, et c'est là où vous vous retrouvez devant un cancer du col de l'utérus. Donc, en théorie, on a largement le temps de dépister un cancer du col de l'utérus. Deuxième cancer, le cancer de l'endomètre. Malheureusement, il est sournois. Il ne montre aucun signe. Les premiers signes de cancer du col de l'endomètre montrent que le cancer a déjà évolué. Malheureusement. Donc, tout ça, c'est une surveillance régulière, un suivi gynécologique régulier, aller chez son médecin régulièrement. Les cancers ne sont pas les seules causes d'hystérectomie. Les autres causes d'hystérectomie, il y a les maladies telles que l'endométriose, qu'on a évoqué tout à l'heure, qui est la présence à l'extérieur de l'endomètre, qui est la présence de l'endomètre à l'extérieur de là où elle doit être. L'endomètre, c'est la sorte de gazon qui est à l'intérieur de l'utérus et qui fabrique les règles. Lorsqu'on a ces règles, ça veut dire que cet endomètre qui était préparé à porter une grossesse, il n'y a pas eu de grossesse, et ce gazon préparé pour la porter de la grossesse est enlevé et ça donne des règles. Quand on a une endométriose, on a de l'endomètre, non seulement là où il doit être, mais on en a ailleurs. On en a dans la trompe, on en a dans
l'ovaire, on en a dans les intestins, on en a dans la vessie, etc. Et cet endomètre ectopique qui se trouve là où il ne doit pas être, se comporte comme l'endomètre qui a sa place. Donc, quand vous voyez vos règles et que vous saignez, si vous avez une endométriose au niveau de l'ovaire, en même temps l'ovaire saigne. Si vous en avez au niveau de la vessie saigne en même temps. Si vous en avez au niveau des intestins, les intestins saignent. Il y a même des cas d'endométriose très rares où la personne a une endométriose au niveau de l'ongle et donc quand elle voit ses règles, son ongle saigne. Pour donner un peu une image de ce qu'est une endométriose. Et c'est cette endométriose qui donne des douleurs extrêmement fortes lorsque la personne a une endométriose et qu'elle a dépassé son stade d'avoir des enfants. Au lieu de continuer à se tordre de douleur mensuellement, on peut lui proposer d'enlever l'utérus. Comme ça, au moins, elle aura une qualité de vie. Et je pense que c'est très important, parce que ça saigne beaucoup. Mais qu'est-ce qui cause ça? On ne sait pas. D'accord. Pas de cause. Troisième situation qui nécessiterait une hystérectomie, c'est les hémorragies pendant l'accouchement, principalement. Donc il faudrait prendre toutes les dispositions pour éviter une hémorragie. On est un bon suivi prénatal, en dépistant les lésions qui pourraient entraîner une hémorragie, en prenant ses médicaments, notamment son fer pendant sa grossesse, en évitant de boire des décoctions comme la fleur de la Mecque dont on a parlé tout à l'heure, encore appelée la rose de Jéricho, et en allant suffisamment tôt à l'hôpital. Le système de santé aussi participe. Si on a un système de santé un peu déficitaire, si l'accessibilité aux soins, à la césarienne n'est pas toujours disponible, on est amené à un retard de prise en charge, qui peut aboutir évidemment à une hystérectomie. Donc il y a toute une prévention institutionnelle, comportementale, médicale, éducationnelle pour justement limiter le risque d'hystérectomie. Si vous permettez, moi je vais ajouter un quatrième point. La plupart des femmes après 40 ans, elles ont plus de fibromes et qui saignent énormément. Dans le cas des recherches pour cette émission, j'ai eu des cas qui m'ont dit que les fibromes ou les kystes étaient au milieu de l'utérus et elles peuvent saigner pendant 1 mois, pendant 3 semaines, non-stop, et ces saignements ne sont arrêtés que par des médicaments. Et dès qu'elle arrête le médicament, elle se remet à saigner. Qu'est-ce qu'un fibrome? Vous voyez le plateau dans lequel on est en train de tourner. Si jamais on fermait ce plateau pendant 3 mois, 6 mois, 1 mois, 1 an, sans l'utiliser, il y aurait des toiles d'araignée dans l'utérus, dans ce plateau. Un utérus est fait pour fabriquer un enfant. Pour des raisons encore inconnues, pour des raisons probablement d'origine génétique, si on n'utilise pas son utérus, si on ne fait pas d'enfant, que ce soit de manière volontaire ou involontaire, cet utérus pourrait être la proie de toiles d'araignée. Et ces toiles d'araignée, ce sont les fibromes. D'accord. Ils ont tendance à grossir, à grandir, ce sont des boules de viande dans l'utérus qui vont désorganiser un peu l'architecture de l'utérus, qui vont saigner, qui vont donner des douleurs, qui vont bosser l'utérus, qui vont déformer l'utérus. Et donc, un des traitements de ces myomes, lorsqu'il y en a trop, c'est soit de les enlever ou bien d'enlever l'utérus lui-même. D'accord. Et on ne sait pas ce qui donne les fibromes, mais on sait que ça arrive beaucoup chez les femmes noires. Il y a plus de fibromes chez les noirs que chez les blancs. Pourquoi? Ça n'a pas un rapport avec la mélanine, non? Je crois que c'est plus probablement des problèmes de climat et d'environnement. Possible. Climat, environnement, génétique. On sait aussi qu'il y a une pratique qui est beaucoup réalisée chez les femmes noires et qui est pourvoyeuse un peu de fibromes, c'est le défrisage à froid. Pardon? C'est les téléspectatrices qui nous suivent, qui sont happy, qui vont être contentes. Voilà. Malheureusement, des études récentes ont montré que les populations qui font du défrisage à froid sont plus sujettes aux fibromes que ceux qui n'en font pas. Bon, Aline, je pense que tu as des nappies. Non, mais je crois surtout que c'est un sujet tellement intéressant qu'on pourrait rester des heures à en parler. Et comme on est pris par le temps, je crois qu'on va faire un dernier tour de table quand même pour donner rendez-vous à nos chers téléspectateurs. Aline, c'est quoi le mot de la fin? Elle est en état de choc. Elle est en état de choc. On va laisser un peu le temps de revenir à nous. Et puis voilà. Ça fait beaucoup quand même. Hein. La prochaine fois, quand on va t'inviter, ne dis surtout pas non. Parce qu'on saura pourquoi. Je dirais toujours oui, parce que d'abord tu es mon ami et merci. Je trouve vraiment que tu m'as honorée par cette invitation-là. Et ensuite, les sujets que tu traites sont toujours d'importance. Chacun d'entre nous se sent ciblé. Voilà, je suis sûre que le prochain sujet
il y aura encore une audience. Parce Oui. qu'à chaque fois, la personne va se sentir ciblée parce qu'elle va savoir que, ah tiens, ça c'est ce que j'ai vécu. Et c'est ce qui est important. Il faut qu'on parle de tous les problèmes médicaux en général, problèmes psychologiques, les problèmes de société, etc. Donc merci Emmanuel. Merci beaucoup Aline. Merci d'avoir répondu présente. Mais avant que le docteur ne fasse sa chute, le docteur Ness, il fait partie, j'en connais des médecins, docteur, parce que j'ai fait des études de pharmacie à Cheikh Anta Diop, que j'ai fui en allant en 3e année, et j'ai été déléguée médicale. Mais c'est sans aucun doute que je dis que vous faites partie de mes médecins préférés, pour 2 raisons. Parce que les médecins, c'est un peu comme la grande muette, ils refusent de communiquer. Et en face de vous, vous avez des patients parfois en désarroi, qui ne peuvent pas poser les questions à leur famille. Vous avez des jeunes femmes qui se marient, qui savent soit pas du tout ce que c'est que l'acte sexuel, ce que c'est que ceci, ce que c'est que cela. Et vous, quand je vous ai découvert sur les réseaux sociaux et j'ai eu la chance de vous rencontrer pour Emma Max 5, j'ai été particulièrement touchée parce que je ne vais pas dire détabouser, ça n'existe pas, non? Vous enlevez le tabou, vous démystifiez. Et vraiment, c'est un plaisir, un honneur de vous recevoir sur ce plateau. Et je sens qu'on va plus faire appel à vous parce que du coup, il y a plein de choses qui se passent dans ma tête. Et je crois que Ziggy aussi. C'est un sujet qui en soulève d'autres et d'autres. C'est un sujet qui en soulève d'autres. Et le but premier de la chaîne Emma Jordan TV, c'est vraiment le partage. Parce qu'aujourd'hui, on sait que c'est sur Internet que nos enfants, les gens vont plus. Et que les gens aillent là-bas pour se ressourcer. Et je voulais vous remercier, mettre un accent particulier sur ça. Et puis, vous laisser le mot de la fin. Je vous remercie aussi. Et c'est un honneur pour moi que d'être aujourd'hui présent à ce plateau. Un honneur que vous me faites de m'inviter pour discuter de sujets importants, mais en y mettant la manière, en y mettant un peu d'humour, en parlant de choses, en en parlant de manière relativement simple. C'est vrai que nous, les médecins, pendant longtemps, les médecins ne communiquent pas. C'est peut-être notre génération, cette nouvelle génération de médecins qui ont tendance à communiquer, en surfant un peu sur les vagues des réseaux sociaux. Habituellement, les médecins, j'avoue qu'ils ne communiquent pas trop. Et c'est justement ça, moi, mon défi, c'était ça, de pouvoir justement communiquer, parler, discuter. Et vous n'avez pas été souci avec vos pairs, non, en communiquant? À un moment, oui. Certains de mes pères peut-être m'ont eu à me reprocher mon accessibilité, la facilité avec laquelle peut-être je livrais entre guillemets des secrets de la médecine, quoi que ce soit des secrets. Mais je pense que il faut communiquer. Je pense que j'ai eu la chance peut-être de naître dans une famille avec des parents enseignants qui m'ont appris à communiquer. Donc c'est peut-être cette fibre de communication, cette fibre que j'ai laissé grandir en moi. Et j'adore communiquer. Et c'est un plaisir que d'être dans ce plateau-là, parce que vous m'offrez une occasion de faire ce que j'adore le plus au monde. Merci beaucoup, donc, docteur. Je crois que c'est sur ce ton-là qu'on va boucler l'émission, tout en vous donnant rendez-vous très prochainement pour le 3e numéro. D'ici là, restez scotchés sur notre chaîne. Et n'oubliez pas de demander qui s'abonne. Ah oui, abonnez-vous, il y a 2 sujets beaucoup plus intéressants qui vont arriver L'hashtag tout est grâce. Voilà, vous l'aurez compris, hein, tout est grâce, tout est positif, donc voilà. Il faut se battre. Vibes. Il faut se battre, il ne faut jamais rien lâcher et surtout ne perdez votre sourire, c'est très très important. Merci.